dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Géopolis Télévision. Sans plus tarder, voici le sommaire. Pour la paix et la cohésion nationale, Félix Tshisekedi, président de la RDC, s'est dit ouvert à un dialogue inclusif. En même temps, son pays développe une diplomatie économique intense, notamment avec Abu Dhabi, pour mettre un terme à l'exploitation illicite de l'or qui transiterait par Kigali, pays agresseur selon Kinshasa. Les usagers du boulevard Congo-Japon ex-poids lourd se disent exaspérés. À l'origine de cette exaspération, les eaux stagnantes dégageant une odeur nauséabonde au niveau du port des Libongo. Et à l'international, relance du secteur des hydrocarbures, la Libye vient de signer un accord de près de 20 milliards de dollars américains pour relancer la production de son pétrole sur fond d'une stabilité de plus en plus retrouvée après la chute de Mohamed Kadhafi. Mesdames, Messieurs, encore une fois, un bonsoir. Je vous le disais dans le sommaire, lors de la cérémonie d'échange de vœux à Kinshasa, ce samedi avec les diplomates, Félix Tshisekedi, président de la RDC, a envoyé un message clair aux Congolais et à la communauté diplomatique. Il reste ouvert au dialogue pour renforcer la cohésion nationale. Ces propos vous ont été recueillis par Didier Ilunga. Nous réaffirmons notre ouverture à un dialogue entre Congolais. Un dialogue apaisé, inclusif, résolument destiné à consolider la cohésion nationale sans jamais remettre en cause les institutions issues du suffrage universel. Je tiens à cet égard à exprimer notre gratitude à son Excellence le Président João Manuel Gonçalves Lourenço, Président de la République d'Angola, pour ses bons offices, son sens de l'équilibre et son engagement constant en faveur de la paix dans notre région. Si ce dialogue devait se tenir, il se déroulerait sur le sol national et serait conduit et organisé par les institutions de la République dans le respect de la Constitution, des lois de la République et des règles démocratiques qui fondent notre pacte national. Cependant, je le dis avec la même clarté, ce dialogue intérieur, aussi nécessaire soit-il, ne saurait tenir lieu de substitut aux obligations internationales. Il ne peut pas être invoqué pour relativiser une agression, ni pour diluer les responsabilités établies. Comme je l'ai dit lors de mon dernier discours sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès, la justice suivra son cours normal, avec rigueur, jusqu'au bout et sans complaisance, afin d'honorer la mémoire de celles et ceux injustement tombés du fait de l'agression. Donc, dialogue, oui, mais pas avec les auteurs de crimes commis contre nos populations. Toujours à propos de la guerre, face au conflit à l'Est et aux accusations visant bien évidemment Kigali, la RDC replace le rapport de force sur le terrain
économique en direction des Émirats arabes unis. Kinshasa veut sécuriser ses partenariats et reprendre le contrôle de ses ressources stratégiques. Suivez ces commentaires de la rédaction. La République démocratique du Congo s'apprête à franchir une nouvelle étape dans le renforcement de ses relations avec les Émirats arabes unis. Début février 2026, selon Radio France Internationale, plusieurs accords de coopération devraient être signés entre Kinshasa et Abu Dhabi, dans un contexte marqué par l'annonce d'une visite du président Félix Tshisekedi aux Émirats. Au-delà des partenariats économiques annoncés, ces rapprochements interviennent dans un climat régional particulièrement tendu, dominé par les conflits persistants entre la RDC et le Rwanda. À Kinshasa, les autorités accusent Kigali d'alimenter l'insécurité dans l'est du pays, notamment à travers les groupes armés, avec pour objectif de faciliter l'extraction et le transit illicite des minerais congolais par les territoires rwandais. Des accusations systématiquement rejetées par Kigali. Face à cette situation, la RDC ajuste sa stratégie. Kinshasa cherche désormais à nouer des partenariats directs avec le pays considéré comme les destinations finales des minerais qui transiteraient aujourd'hui par des circuits parallèles. Les Émirats arabes unis, identifiés comme l'un des principaux hubs des destinations dès lors issus de l'Est congolais, s'inscrivent au cœur de ces démarches. Dans ces cadres, un accord qualifié d'envergure par l'entourage présidentiel est en préparation. Les documents, qui contiendraient plus d'une centaine de pages, couvriraient plusieurs secteurs stratégiques et ne se limiteraient pas au seul Sud Kivu. Kinshasa ne part toutefois pas des zéros. Une première coopération avait été lancée en 2022-2023 à travers la co-entreprise Primera Gold DRC, aujourd'hui entièrement contrôlée par l'État congolais. Selon les chiffres officiels, cette initiative avait permis, en l'espace de 6 mois, l'exportation de 2 tonnes d'or artisanal de Sud Kivu vers les Émirats arabes unis. À titre de comparaison, 2 ans plus tôt, la RDC n'avait officiellement exporté que 32 kilos d'or artisanal, une dynamique prometteuse brutalement interrompue par la détérioration de la situation sécuritaire, notamment avec l'avancée de la FCM 23 dans l'est du pays. En rapport justement avec le minerai contrôlé par des personnes qui ne sont pas investies par cette autorité-là gouvernementale, sachez que plus de 200 personnes ont été tuées après l'effondrement d'une mine de coltan à Rubaya dans l'est de la République démocratique du Congo, ont indiqué les autorités rebelles du Nord Kivu. Le drame est survenu le mercredi et selon certains spécialistes interrogés par nos confrères de BBC, il n'y a pas de contrôle efficace dans les opérations, notamment dans ces mines de Rubaya. Après le colline de l'Est et les affrontements indirects via le M23, le bras de fer entre la RDC et le Rwanda s'étend désormais au champ diplomatique en visant le poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Kinshasa engage une bataille d'influence où la francophonie devient un nouveau front stratégique. Analyse encore une fois de la rédaction de Géopolis Télévision. En annonçant sa candidature au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie OIF, Kinshasa s'attaque à une fonction occupée depuis janvier 2019 par la Rwandaise Louise Mushikiwabo, arrivée au terme de son 3e mandat. Un choix hautement politique dans un contexte où les tensions entre la RDC et le Rwanda dépassent désormais les stricts cadres sécuritaires. Après l'est du pays, où les deux États s'affrontent indirectement à travers la crise du M23, la confrontation se déplace vers l'arène diplomatique et symbolique de la francophonie. L'OIF devient ainsi un nouvel espace de rivalité où l'influence se joue moins par les armes que par le positionnement institutionnel et la légitimité internationale. Ce tournant intervient alors que la France, pilier historique de la francophonie, envoie à Kinshasa sa ministre déléguée en charge de la francophonie, Eleonore Karoit, une visite qui dépasse le cadre bilatéral et s'inscrit dans une séquence diplomatique observée avec attention. Côté congolais, la stratégie est assumée, aligner une candidature solide, crédible et politiquement lourde. 3 noms reviennent avec insistance. L'actuel ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, son prédécesseur, Christophe Lutundula, et Isidore Kawanja, qui a piloté l'organisation des Jeux de la francophonie en RDC. Kinshasa ne veut pas d'une candidature de témoignage. Elle veut gagner dans l'opinion congolaise. Toutefois,
une défiance persiste vis-à-vis de la France. Le maintien de Louise Mushikiwabo à la tête de l'OIF pendant 3 mandats, malgré les basculements du Rwanda vers l'anglais au détriment du français, est perçu comme la preuve d'une francophonie à géométrie variable. Cette situation alimente l'idée d'un double discours français particulièrement sensible dans les contextes du conflit à l'Est. Paris réplique en mettant en avant ses initiatives en faveur de la paix et de l'aide humanitaire en RDC, dont des actions récentes sur Goma. Kinshasa, de son côté, n'a jamais officiellement remis en cause ses partenariats. Le président Félix Tshisekedi a d'ailleurs été reçu récemment par Emmanuel Macron, signe d'un dialogue diplomatique maintenu. Mais cette fois-ci, la RDC change d'échelle. En investissant les terrains de la francophonie, elle entend contester l'influence rwandaise là où elle s'est installée durablement. Après la guerre par procuration à l'Est, voici venue la bataille des positions, des symboles et de la légitimité internationale. Pour la France, l'enjeu est clair. Soit accompagner cette récomposition et reconnaître le poids réel du premier pays francophone du monde, soit laisser s'installer l'idée que la francophonie est devenue, elle aussi, un champ de bataille où le principe cède face aux équilibres politiques. Bientôt, une campagne dénommée Diaspora Cap sur l'action sera lancée par la diaspora. Son objectif, renforcer l'adhésion nationale et l'implication effective des Congolais de l'étranger. L'initiative a été annoncée le vendredi 30 janvier lors du Conseil de ministres. Pour en savoir un peu plus, je vous laisse suivre Patrick Mouyaya, qui est ministre des Médias et Communications et aussi porte-parole du gouvernement. Suivez. La dernière note d'information du Conseil de ministres de ce jour a été présentée par le ministre délégué près la ministre des Affaires étrangères en charge de la francophonie et de la diaspora congolaise. Cette note présentée en 2 volets. Le premier volet concernait la restitution de l'atelier national d'évaluation des recommandations issues des forums de la diaspora congolaise tenu du 24 au 27 novembre 2025 après une pré-tournée euro-américaine de consultation. En effet, ces 2 activités ont permis d'aboutir à un large consensus autour des 6 recommandations prioritaires considérées comme structurantes et conditionnant la réussite de l'ensemble de l'action de la diaspora. Il s'agit notamment de la mise en place du Haut Conseil de la diaspora congolaise, organe représentatif légitime et inclusif, issu d'un processus transparent pour pallier à l'absence de la structuration de la diaspora. La création du fonds d'investissement de la diaspora, l'évier stratégique devra être encadré et promu pour contribuer significativement dans l'essor économique grâce à une gouvernance tripartite entre l'État, la diaspora, les partenaires dont certains se sont déjà manifestés. La mise en place d'un secrétariat général à la diaspora congolaise, la réforme progressive de la double nationalité par l'adoption d'une approche graduelle, mesures intermédiaires immédiates, statut spécial pour les Congolais de la diaspora, la modernisation des services consulaires et la création d'un desk de compétences ou encore l'institution du comité paritaire de suivi de recommandations. Afin d'assurer l'adhésion nationale et l'implication effective de la diaspora, l'atelier a recommandé le lancement immédiat d'une phase d'appropriation matérialisée par une tournée internationale de sensibilisation intitulée Diaspora Cap sur l'action. Ouvrons à présent les chapitres des infrastructures. Lors d'une ronde nocturne ce vendredi, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a interpellé 16 agents sur le boulevard du 30 juin pour exploitation illégale de la voirie urbaine, une opération menée en présence du ministre provincial des infrastructures qui, à l'occasion, a tenu à rappeler les règles strictes en matière d'autorisation. Détail dans ces reportages signés par Didier Ulunga. Le gouverneur de Kinshasa et le ministre provincial des infrastructures, travaux publics, affaires foncières, urbanisme et habitat ont surpris 16 agents en train d'exploiter illégalement la voirie urbaine. Ces pratiques violent la Constitution qui confie aux provinces la gestion exclusive des routes ainsi que les communiqués 006 du 16 juin 2025, rappelant l'obligation de solliciter une autorisation préalable. Le ministre provincial a rappelé que tout opérateur doit suivre la procédure légale avant toute occupation de l'espace public. Il y a eu une descente qui s'est faite avec les experts de la ville pour pouvoir vérifier, évaluer. Lorsqu'on donne notre avis favorable, il y a une équipe
de la ville qui est là pour contrôler, surveiller. En principe, si vous avez obtenu l'autorisation de la ville, on devrait avoir ici un délégué à pied d'œuvre de la ville qui est en train de superviser les travaux jusqu'à la fin. Mais là, ils le font eux-mêmes sans autorisation de la ville. Le gouverneur appelle ainsi la population et les opérateurs à respecter strictement ces règles pour éviter sanctions et désordres sur la voirie publique. Même si vous êtes une société étatique, donc vous êtes une société commerciale, c'est vrai, actuellement qui est l'État, mais vous ne pouvez pas faire de choses en enfreignant la loi. Hein? Vous évitez qu'il faut autorisation ça. Je sais, mais vous évitez que c'est la ville qui doit vous autoriser à faire cette histoire-là. Mais quand tu le sais, pourquoi tu ne l'appliques pas? Je pense que c'est un désordre partout. Pourquoi vous faites ça? Du boulevard du 30 juin, rendons-nous sur un autre boulevard, celui de Congo-Japon, ex-poids lourd. Ici, je vous le disais dans le sommaire, les usagers se disent exaspérés. Pourquoi? Des eaux stagnantes qui dégagent des odeurs nauséabondes affectant la mobilité et le quotidien de toute personne qui emprunte cet axe stratégique. Didier Ilunga s'y est rendu et nous livre ses récits. Difficile d'emprunter la route poids lourd sans que les narines soient agressées par une odeur nauséabonde persistante. Depuis plusieurs mois, une eau stagnante s'échappe d'une tuyauterie appartenant à une brasserie installée dans les environs, transformant cet axe stratégique en véritable foyer d'insalubrité. Situé à proximité immédiate d'un port à forte activité humaine, cette route est quotidiennement fréquentée par des camions, des travailleurs et des riverains, aujourd'hui excédés par une situation qui ne cesse de se dégrader. Les riverains pointent du doigt la société Bralima qu'ils accusent d'être à l'origine de leur calvaire. Ils interpellent ainsi les autorités compétentes afin qu'une solution durable soit trouvée. Bama nyonso ya salite botaka nde tozo vivre se bato bako vivre botoza ba nyama bien toza batu président na biso azali na bomo ya kufite mais pona ni tozo nyokwama bazu la biso solution ya mai oyo gouvernement ka solution ayeba ni na kosala pone sika oyo. De son côté, le responsable du port exprime lui aussi son ras-le-bol. Mai oyo umeli makasi Bralima azana possibilité ya ko canaliser mai na ye facilement parce que azana moyen. Mais abeta na ekara parce que amona que l'autre côté ba bakenda kuna so ba ke ba corrompre bango ba pesi enveloppe ba kei et pourtant ezabo na enveloppe te bazo bomba mboka na biso prince ezo beba ezoti mwama donc batu bazo le kamala muté mitu kezo le kamala muté à cause ya mai na ye azana batio na ye esengeli a canaliser batio wana ndenge zalaki na kala atiango batio eleki na se ya mabele. Il convient de souligner que cette eau stagnante s'étend sur la chaussée, pourtant récemment réhabilitée. Faute des solutions définitives, l'eau est rapidement revenue, commençant déjà à endommager la route. Pire encore, automobilistes, motards et piétons sont contraints de rouler ou de marcher au pas pour éviter les éclaboussures, prolongeant ainsi leur exposition à un air devenu irrespirable. Un calvaire lent, pénible et quotidien au cœur d'un axe pourtant stratégique pour la ville de Kinshasa. L'insalubrité amène lentement mais sûrement vers la mort, ce qui nous permet d'ouvrir une petite page noire dans ces journaux. La première ministre Judith Suminwa a pris part samedi 31 janvier 2025 à l'esplanade du Palais du Peuple à la cérémonie officielle d'hommage rendu à Célestin Anzuluni Bembe Isilo Nyoni, allais-je dire, ancien président de l'Assemblée nationale décédé le 16 janvier 2024 en Belgique. La cérémonie s'est tenue en présence du chef de l'État et de plusieurs hautes autorités du pays. Figure majeure de la vie politique congolaise, Célestin Anzuluni a marqué l'histoire parlementaire de la RDC, notamment en dirigeant le Parlement de 1987 à 1994. Son parcours professionnel et politique exemplaire a été salué par la nation. Il faut aussi noter que Célestin Anzuluni a également laissé une descendance politique. Un de ses fils, d'ailleurs, étant ministre actuel de l'intégration régionale. Ainsi, nous passons à l'actualité à l'international.
L'Ouganda amorce un tournant majeur dans sa politique budgétaire. Le gouvernement prévoit une réduction drastique de son aide budgétaire extérieure dès les prochains exercices financiers, avec pour objectif de renforcer l'autonomie financière du pays et de mieux maîtriser son endettement dans un contexte marqué par l'exploitation prochaine des importantes réserves pétrolières. Damani Mujinga pour plus de détails, allais-je dire. L'Ouganda prévoit de réduire son aide budgétaire extérieure de 84,2% en glissement annuel au cours du prochain exercice financier qui débutera en juillet. Cette aide passera de 330,9 milliards de shillings cette année à 2100 milliards en 2025, une assistance financière qui est généralement constituée de prêts. L'annonce a été faite mercredi par le ministre des Finances du pays. À travers cette décision, Kampala entend compter davantage sur ses propres efforts pour financer son budget. Dans cette optique, les autorités ougandaises misent sur une augmentation des recettes intérieures estimée à 9%. Par ailleurs, le pays ambitionne de réduire ses émissions de dette intérieure de 21,1% par rapport à la période précédente, traduisant une volonté de mieux contrôler l'endettement public. Ces engagements interviennent alors que l'Ouganda se prépare à intégrer le cercle des pays producteurs de pétrole en Afrique. Ces réserves sont estimées à 6,5 milliards de barils, les quatrièmes les plus importantes d'Afrique subsaharienne, selon le Fonds monétaire international. Renforce également sa stratégie de relance de son secteur pétrolier. Le pays a conclu un important accord d'investissement étranger avec de groupes énergétiques internationaux dans l'objectif d'augmenter probablement la capacité de production sur fond de stabilisation progressive du pays. Encore une fois, retrouvez Damani Mujinga pour le commentaire. La Libye vient de signer un contrat pétrolier d'une valeur de 20 milliards de dollars d'investissements étrangers avec les groupes énergétiques Total Energies et ConocoPhillips. Cet accord de développement pétrolier d'une durée de 25 ans a été annoncé lors de l'ouverture du sommet libyen de l'énergie et de l'économie à Tripoli. Selon les responsables du projet, l'accord prévoit l'exploitation des champs verts ainsi qu'un accent particulier sur les champs bruns dans le cadre de l'amélioration de la production. Je cite, « Nous ferons de notre mieux pour exploiter les champs verts, puis nous nous concentrerons également sur les champs bruns dans le cadre de l'amélioration de la production. Nous espérons que le fait de mener ces deux actions de front nous permettra d'augmenter la production pétrolière. » Fin de citation, a déclaré Bachir Brahim Bazazi, premier conseiller du directeur général de la filiale libyenne de Total Energies. Le premier ministre libyen, Abdelhamid Dbeiba, a par ailleurs indiqué que la Libye s'apprêtait à signer un accord avec le géant américain Chevron portant sur l'exploration et le développement de la production. Un autre accord distinct avec l'Égypte est également en préparation afin de soutenir les services dans le secteur pétrolier. L'accord avec Total Energies et ConocoPhillips a été signé par l'intermédiaire de Waha Oil Company, une filiale de la Société nationale libyenne, avec pour objectif de porter la capacité de production du pays jusqu'à 850 000 barils par jour. Mesdames, Messieurs, vous l'aviez certainement compris, c'est déjà la fin de cette grande édition du journal sur Géopolis. Mais avant de nous séparer complètement, voici le rappel de l'actualité du jour. Après le Colline de l'Est et les affrontements indirects via le M23, le bras de fer entre la RDC et le Rwanda s'étend désormais au champ diplomatique. En visant le poste de secrétaire général de l'OEF, Kinshasa engage une bataille d'influence où la francophonie devient un nouveau front stratégique. Vous avez suivi l'analyse de la rédaction dans ce journal. Autre actualité, les usagers du
du boulevard Congo-Japon ex-poids lourd se disent exaspérés. À l'origine de cette exaspération, les eaux stagnantes dégageant une odeur nauséabonde qui rend la circulation à cet endroit insupportable. Et en international, la Libye renforce sa stratégie de relance de son secteur pétrolier. Le pays a conclu un important corps d'investissement étranger avec des groupes énergétiques internationaux dans l'objectif d'augmenter durablement sa capacité de production sur fond de stabilisation progressive du pays. C'est vraiment la fin complète de cette grande édition. Merci pour votre attention. À nous retrouver prochainement. Dans l'entretemps, restez branchés sur le programme des Géopolis Télévision. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour